Alors, nous enchaînons avec Madame Boumedjeria, Madame Detrez et Madame Nuard du CHRU de Lille qui vont nous parler de l'implantation du programme de prévention du syndrome du bébé secoué au sein du pôle mère-enfant de la maternité Jalles de Fronde. C'est à vous. Bonjour. Alors, Bonjour. on va essayer de partager tout de suite le diaporama. Vous nous entendez bien? On vous entend. Voilà. Non, il n'est pas partagé. On tente de partager. C'est pas celui-là. Ça y est, on l'a. Non, c'est pas celui-là. Ah. On va essayer de le refermer et de l'ouvrir. Il est dans quoi? Alors, si vous retournez sur Teams, vous pouvez recliquer sur l'icône pour partager le contenu. Ça va arrêter le partage du PowerPoint actuel. Voilà. Donc là, il a arrêté? Non. Là, ça y est, je l'ai trouvé. Voilà. Par contre, est-ce que le son du diaporama va être le bon? D'accord. Alors, s'il y a du son, va falloir fermer le partage de contenu actuel et le relancer en cochant inclure le son. C'est ça. Alors, j'inclus le son et je ne retrouve plus le diaporama. Alors, s'il est dans la liste fenêtres, normalement, vous pouvez faire baisser la liste de fenêtres et vous devriez voir toutes les autres fenêtres. Voilà. Voilà. C'est tout bon pour nous. Merci pour votre patience. Donc, bonjour, Nadine Ruard et ma collègue Linda Boumedjeria. Nous sommes cadres de santé au CHU de Lille, à l'hôpital Jeanne de Flandre, et nous allons vous présenter l'implantation du programme de prévention du syndrome du bébé secoué au sein de la maternité et de la néonatologie. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le contexte et les objectifs de cette démarche, ce projet, et Linda Boumedjeria vous détaillera la formation, le déploiement et l'évaluation de celui-ci. Tout d'abord, un bref rappel. Donc, le syndrome du bébé secoué ou traumatisme crânien non accidentel survient lorsqu'un nourrisson ou un jeune enfant est secoué violemment. On sait que ce sont les mouvements brusques d'avant en arrière, la distorsion et l'arrêt brutal des secousses qui créent les lésions par phénomène de cisaillement des veines ponts, veines qui irriguent les hémisphères cérébraux. Ce qui peut entraîner donc hémorragie, œdème cérébral, hémorragie rétinienne, parfois responsable de lésions irréversibles. Je vais donc vous exposer l'origine de ce projet et ses objectifs. Donc, l'hôpital Jeanne de Flandre est une maternité et une clinique de néonates de niveau 3 qui réalise environ 6 000 naissances par an et qui est un centre régional de recours pour certaines pathologies. Par exemple, les prises en charge de la hernie diaphragmatique. Les services de maternité et de néonates ont reçu le label IHAB en 2015 et ont été récemment recertifiés en 2019. Le pôle enfant les a également rejoints dans cette démarche.
Cette politique est donc en totale adéquation avec une philosophie de soins donc centrée sur l'enfant et sa famille, en respectant les rythmes et les besoins au travers d'une démarche d'éducation, de prévention et un accompagnement des parents dans leur parentalité. On a mis en évidence que malgré les différentes campagnes de prévention, le nombre de bébés secoués était resté plus ou moins stable depuis de nombreuses années, environ 17 à 25 sur les Hauts-de-France par an pour un équivalent de 6 millions d'habitants. Et donc, concernant cette problématique de prévention, nous avons eu la chance en 2017, lors d'un congrès du réseau Mère-Enfant à Montréal, de pouvoir bénéficier d'une formation sur la prévention du bébé secoué au CHU de Sainte-Justine, ce qui nous a permis de comprendre la stratégie de prévention et de mettre en évidence toutes les spécificités de ce programme canadien qui a fait ses preuves. Donc, les spécificités du programme. Donc, le programme existe au Canada à l'échelle nationale dans les différentes structures, maternité, néonat, pédiatrie, mais également dans les structures équivalentes aux UTPAS et PMI. Il y a donc une harmonisation et une standardisation de l'information qui est donnée. Tous les professionnels délivrent la même info, quel que soit leur lieu d'exercice. La formation est toujours donnée aux parents de façon individuelle et séparée de tous les autres conseils. Pour mettre en place à Lille ce programme de prévention sur le modèle canadien, une convention entre Sainte-Justine et le CHR de Lille a été signée en 2018. Et grâce au soutien des équipes canadiennes, notamment la référente du projet, Mme Fortin, et l'équipe médicale, Mme Fortin est venue sur site afin de former des professionnels de Jeanne de Flandre. Nous avons également bénéficié du soutien de nos directions, des équipes médicales et du docteur Ragza qui développe le programme tant dans son organisation que dans la formation et qui nous accompagne au quotidien depuis plusieurs années. Nous avons la collaboration d'une association et du réseau de périnate Auréane et bien évidemment la collaboration des équipes soignantes et de l'encadrement. Tout ceci nous a donc permis de mettre en place ce programme de prévention dont l'objectif principal est bien évidemment de diminuer le nombre de bébés secoués. Pour cela, il est indispensable de former la totalité de nos équipes à ce modèle canadien de prévention. Cette démarche de projet est également en lien avec l'accompagnement des parents dans le développement de leur parentalité et est en adéquation avec les différents projets du pôle tels que les soins de développement, la labellisation IHAB sur l'ensemble de l'hôpital Jeanne de Flandre et les 1000 jours pour la santé qui s'intéressent à l'enfant de la conception aux 2 ans. Donc, quelques mots sur le descriptif du projet. Donc, ce projet consiste en une information aux parents qui reprend 3 thèmes, les pleurs, la colère et le syndrome du bébé secoué. Le premier temps est l'information. Les 3 fiches sont donc remises et sont expliquées aux parents. Les différentes fiches permettent d'expliquer aux parents que les pleurs sont liés au développement du bébé et rarement liés à un problème de santé. Il est important de leur rappeler que les sentiments de frustration, d'irritation et de colère sont normaux devant les pleurs de leur bébé. La colère n'apparaît pas de manière instantanée, mais augmente progressivement, incompréhension, impuissance. Il est important de savoir reconnaître cette colère pour mettre en place des stratégies afin de retrouver son calme, ne pas se laisser dépasser par ses émotions, ce qui pourrait entraîner le fait de secouer son bébé. Puis, la deuxième phase, le temps de réflexion, on laisse aux parents 15 à 20 minutes pour qu'ils réfléchissent sur les actions à mettre en place pour faire face à leur colère et également noter sur la fiche le nom d'une personne ressource. Puis, la professionnelle revient après ce temps de réflexion afin d'échanger avec les parents sur les stratégies qu'ils ont décidées, énumérer des solutions possibles ou voir avec eux s'ils souhaitent en ajouter. Il est important pour cet entretien que les 2 parents soient présents, que ce soit la même professionnelle qui débute et qui conclut l'intervention, et que cette intervention soit toujours donnée en dehors de tous les autres conseils de sortie. Pour illustrer nos propos, nous avons fait le choix de vous proposer une petite vidéo à visionner. Alors, si
on n'a pas de soucis informatiques. Voilà. Comme tous les jours, Annabelle, puéricultrice à Jeanne de Flandre, rencontre de jeunes parents. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Je viens vous faire une information sur la prévention du syndrome du bébé secoué. Depuis 2017, une trentaine de membres du personnel ont été formés à la prévention du bébé secoué. C'est un temps d'information, on parle des pleurs du nouveau-né, leur expliquer qu'un bébé c'est normal, ça pleure beaucoup. Il y a un pic de pleurs entre 4 et 8 semaines, leur dire qu'il n'y a pas forcément de troubles associés, mais que ces pleurs intenses peuvent les emmener dans un débordement émotionnel, peuvent mettre leur nerfs à rude épreuve et que du coup c'est dans ces moments-là qu'on peut ressentir de l'impuissance et jusqu'à ressentir de la colère. Et que ce sentiment de colère est normal et que c'est pas forcément des mauvais parents pour autant, mais que c'est dans ces moments-là où on est dépassé émotionnellement qu'on peut commettre ce geste irréversible qui est de secouer son bébé. Pour éviter le drame, les parents doivent trouver à froid des solutions qui pourraient les calmer. Moi, ça serait principalement sortir de la pièce, prendre l'air et penser un peu à autre chose. C'est ça, s'écarter de lui et estomper les pleurs pour dire de penser à autre chose et réussir à se calmer pour revenir plus serein. Car sous la colère, ce sont 100% des parents qui peuvent être amenés à secouer leur bébé. Une fois que le bébé est secoué, malheureusement, c'est soit il va mourir, soit il va s'en sortir et malheureusement avec des séquelles. Donc le plus important, bien sûr, même si on va bien s'en occuper et on va bien le protéger, le plus important, c'est de prévenir ce secouement, c'est prévenir cet accident. Avant 2018, la région comptait entre 18 et 27 victimes par an. Depuis le plan de prévention, ce nombre est réduit à 9. Donc, je vais vous présenter à présent donc, la formation des soignants avec vous détailler le plan de formation. Donc, la formation s'est déroulée en plusieurs étapes. Dans un premier temps, donc, comme l'a souligné ma collègue tout à l'heure, avec le soutien de l'équipe de l'hôpital du CHU de Sainte-Justine, grâce à la référente du projet canadien, Madame Fortin, venue sur place, nous avons pu former une dizaine de puéricultrices sur le pôle femme-mère nouveau-né. Elles ont par la suite réalisé des points d'étape réguliers avec cette formatrice afin de mettre en place le projet, faire des points d'avancement et également réaliser l'évaluation de nos puéricultrices référentes avec un regard d'expert. Dans un second temps, nous avons choisi de renforcer cette équipe de puéricultrices référentes avec une formation à nouveau d'une dizaine de puéricultrices sur le même modèle grâce à une formation tant théorique que pratique et la validation du e-learning canadien. Il nous semblait important d'avoir un nombre suffisant de puéricultrices référentes afin de pouvoir soutenir au quotidien les professionnels avec des professionnels ressources afin de leur apporter du soutien, de répondre aux difficultés qu'elles pouvaient rencontrer au quotidien et aussi réaliser cette formation sous forme de compagnonnage. Donc, nous avons, à la suite de ces différentes étapes de formation, formé l'ensemble de l'équipe soignante. Nous avons élaboré un parcours de formation composé de 2 sessions obligatoires. Donc, la première session théorique, permettant le développement de connaissances approfondies sur le syndrome du bébé secoué, et une deuxième session de formation plus pratique entre pairs, basée sur l'appropriation des supports, donc les 3 fiches, et évaluées par des mises en situation et des jeux de rôle. Nous sommes restés vigilants à réaliser des petits groupes de formation afin de favoriser les échanges et la participation. En effet, la posture du soignant est importante lors de cet échange avec les familles. Je vais aborder les missions des puéricultrices référentes. Nous avons choisi d'identifier clairement leurs missions. Elles font partie intégrante du programme. Elles sont actrices au quotidien et ces missions ne reposent pas uniquement, comme on l'a souligné, sur une personne ressource, mais bien sur un groupe pilote qui en fait sa force. Leurs missions principales sont donc une participation active à l'élaboration de la formation avec l'encadrement et l'équipe médicale, une participation à la formation des équipes, donc comme on le disait tout à l'heure, théorique et pratique, une participation à l'évaluation du plan de formation ou déroulement du programme en veillant à la traçabilité et au suivi, à la traçabilité des interventions, au tableau, à la réalisation de statistiques,
mais aussi avec une participation à la formation des référents des établissements extérieurs. On l'exposera tout à l'heure dans notre projection, avec cette volonté de former des personnes référentes sur les établissements de la région des Hauts-de-France, comme les maternités ou les UTPAS. Tout en étant force de proposition, ces puéricultrices participent à l'élaboration de projets à moyen et à long terme. Nous souhaitions évoquer également les différentes contraintes rencontrées lors de cette démarche projet. D'une part, la formation en continu avec cette nécessité de maintenir à long terme les connaissances des professionnels suite aux différents mouvements que l'on peut rencontrer dans les ressources humaines, les départs, l'absentéisme, les nouvelles recrues. À l'échelle d'un pôle comme le nôtre, avec environ 200 puéricultrices sur le pôle femmes-mères nouveau-nés, nous avons pu bénéficier, il a été nécessaire, du soutien de notre hiérarchie et de la direction pour faire de ce projet une priorité en essayant d'ajuster au mieux nos effectifs. Notre vigilance se porte sur le maintien des ressources humaines afin de garantir ce moment privilégié avec les parents, que cet échange ne soit pas absorbé dans le quotidien, dans les conseils, tous les conseils de sortie et les messages de prévention que l'on peut passer au niveau des parents, mais avec une continuité dans la prise en charge, c'est-à-dire la même professionnelle, comme le disait ma collègue tout à l'heure, qui débute et qui termine l'intervention, une cohésion dans son message. Évidemment, la crise sanitaire nous a freinés dans le déploiement du projet. Et au sujet de l'évaluation, nous l'envisageons dans un premier temps au travers de statistiques qui vont nous montrer l'impact sur le nombre, bien évidemment, du nombre de bébés secoués par an, ainsi que des questionnaires de satisfaction auprès des familles, soit réalisés à la suite de l'entretien avec les parents ou a posteriori de la sortie quelques mois après. Donc, nos projets, notre projection, donc à court, moyen et long terme. À court terme, donc, c'est de former 100% des professionnels pour informer 100% des parents. À moyen terme, ce serait d'étendre cette formation au sein de notre institution, par exemple sur les urgences pédiatriques, mais aussi sur le pôle enfant. Et à plus long terme, notre souhait est de créer une ligne téléphonique dédiée afin de répondre aux questionnements et aux difficultés que pourraient rencontrer les parents, leur apporter un soutien sur des créneaux, alors dans un premier temps de 18h à minuit, ce créneau qui correspond au pic des pleurs. Nous envisageons également de sensibiliser nos professionnels au sein de notre institution qui sont eux-mêmes parents, avec une institution qui regroupe plus de 16 000 professionnels. Donc, on souhaite aussi sensibiliser nos collègues et les différents professionnels du CHU, et également par la suite d'étendre cette formation aux différents professionnels d'autres centres hospitaliers, de maternité, du TPAS sur la région des Hauts-de-France. Elles formeront à leur tour les différentes équipes. Merci pour votre attention. Merci à vous pour cette présentation. J'aurais plein de questions à vous poser parce que c'est un sujet qui me tient à cœur personnellement en étant sage-femme coordinatrice en suite de naissance, mais on est pressé par le temps, donc on va passer le temps aux questions-réponses qu'on pourrait avoir sur ce sujet.